Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une intersection complètement dingue, là où la biologie organique rencontre l'informatique de pointe. On va décortiquer les concepts d'un document de recherche fascinant signé Hugo de Garis qui explore la programmation génétique et les systèmes nerveux artificiels. Bref, c'est un sujet palpitant qui va littéralement remettre en question tout ce qu'on croyait savoir sur la façon de créer l'intelligence artificielle et de concevoir des machines. Et tout commence avec ce chiffre, un chiffre absolument massif, 10 puissance 30. Pour vous donner une idée, les technologies de demain, comme l'informatique quantique et les nanotechnologies, permettront très bientôt de fabriquer des machines contenant ce nombre astronomique de composants. On parle d'un niveau de complexité qui rivalise avec les 1000 milliards de neurones de notre propre cerveau humain. Sauf que ça pose un défi scientifique monumental. Ce défi gigantesque, l'auteur l'appelle tout simplement le problème de la complexité. Pensez à la façon dont on fabrique les ordinateurs aujourd'hui. Des ingénieurs planifient, tracent et cartographient minutieusement chaque petit circuit. Mais à cette échelle gargantuesque, l'échelle d'un cerveau, cette méthode de conception humaine est vouée à l'échec. C'est physiquement et mathématiquement impossible pour un esprit humain de concevoir manuellement un système avec des trillions de connexions croisées. Ça ne peut pas marcher. Alors, voici notre feuille de route pour comprendre la solution. On va d'abord parler de ce fameux problème de complexité, voir comment on peut s'inspirer de l'évolution biologique, puis on plongera dans les réseaux neuronaux programmés génétiquement. Ensuite, on regardera des exemples concrets avec le pointeur, le marcheur et une petite créature nommée Lizzie, avant de se projeter sur l'avenir de la vie artificielle. Première partie, le problème de la complexité à venir ou comment nous atteignons les limites de la conception humaine. En fait, pour dépasser ces limites, on fait face à un changement de philosophie radical. D'un côté, on a l'ancienne méthode, la conception explicite et préplanifiée, où l'ingénieur doit comprendre à quoi sert absolument chaque composant. Et de l'autre, la nouvelle approche, l'évolution empirique de la boîte noire. L'idée ici, c'est d'accepter que ce qui se passe à l'intérieur de la machine devienne beaucoup trop complexe pour qu'on le comprenne. Tout ce qui compte, c'est la performance finale de cette boîte noire. Si le système fait son boulot, peu importe à quel point c'est le chaos ou l'opacité à l'intérieur. Deuxième section, empruntée à l'évolution biologique. C'est la solution super élégante de la nature pour résoudre ce problème de complexité. Et c'est là qu'intervient le concept clé de toute cette recherche, le GenNet. C'est l'abréviation de réseau de neurones programmés génétiquement. En gros, c'est le mariage parfait entre l'intelligence artificielle et l'évolution. Ce GenNet, c'est notre fameuse boîte noire. Il est façonné par un algorithme pour exécuter une tâche précise sans que personne ne l'ait explicitement codé pour ça. Gardez bien ce terme en tête, c'est la base de tout ce qu'on va voir. Mais comment ça évolue un GenNet ? Eh bien, on suit le cycle de l'algorithme génétique. D'abord l'initialisation. On crée des tonnes de code complètement au hasard. Ensuite, on teste leur fitness, c'est-à-dire leur capacité à accomplir la tâche demandée. Puis c'est l'heure de la sélection. Seuls les meilleurs survivent. Ces survivants vont ensuite se croiser pour échanger leurs bons traits et subir de toutes petites mutations aléatoires. Et hop, le cycle recommence avec la génération suivante, en éliminant les plus faibles et en optimisant le système à chaque tour. Section 3. Les réseaux neuronaux programmés génétiquement, ou l'art délicat de traduire la biologie en octets. Ce qui est vraiment brillant ici, c'est le parallèle direct qu'on peut faire entre la biologie et l'informatique. Les chaînes de bits dans l'ordinateur, ça agit exactement comme notre ADN, nos chromosomes. Le croisement algorithmique, ça imite la reproduction sexuée pour combiner les mutations favorables de deux parents et créer un code encore meilleur. Les scores d'aptitude représentent ni plus ni moins que la survie du plus fort. Et le simple fait d'inverser un 0 ou un 1, ça simule parfaitement la mutation génétique qui fait avancer l'évolution. Section 4, le pointeur et le marcheur. On passe aux essais en laboratoire, avec leur lot d'erreurs et de percées majeures. L'exemple du marcheur est franchement fascinant. Imaginez des petites jambes filiformes sur un écran qui essayent d'apprendre à se déplacer. Au début, à la phase 1, aucune règle physique n'est fixée. C'est un échec total, les jambes tournent frénétiquement dans le vide comme des moulins en vent. En phase 2, les chercheurs ajoutent une contrainte. Les hanches doivent rester au-dessus du sol. Et là, c'est assez cocasse. Le robot se fige en faisant un grand écart monumental, complètement bloqué. Ce n'est qu'à la phase 3, en apprenant par toutes petites séquences, que ces petits pas maladroits finissent par devenir de vraies longues enjambées. Mais ce gros échec du grand écart a forcé les chercheurs à comprendre un concept vital, la mémoire comportementale. En gros, un comportement développé dans une phase précoce a tendance à persister et à s'avérer super utile pour des tâches plus complexes par la suite. C'est le principe de l'évolution séquentielle. On ne demande pas au système de courir un marathon du premier coup. Il apprend d'abord à échanger ses jambes, puis à faire un pas, et les vestiges de ces leçons s'empilent pour l'aider à surmonter les obstacles suivants.
Section 5, Lizzie, le lézard artificiel. C'est là qu'on combine tous ces petits modules isolés pour en faire un véritable chef-d'œuvre. Lizzie, c'est vraiment l'aboutissement de toute cette approche. Ce qui est captivant ici, c'est de voir comment elle réagit à son environnement. Grâce à ses antennes, elle capte des fréquences sinusoïdales qui déclenchent des actions de survie hyper spécifiques. Une autre fréquence, c'est une proie. Elle pivote, avance et l'attaque. Une basse fréquence, danger immédiat, c'est un prédateur, elle se tourne dans l'autre sens et s'enfuit à toute vitesse. Une fréquence moyenne, c'est un partenaire potentiel, ce qui déclenche l'approche et l'accouplement. C'est basique, mais c'est redoutablement efficace. Mais pour réussir tout ça, Lizzie a besoin d'une architecture neuronale impressionnante. Elle ne repose pas sur un seul gros cerveau central, mais sur un immense réseau de nos fameuses boîtes noires, les GenNets. Il y a des GenNets dédiés juste à l'évaluation du signal, des GenNets logiques qui agissent comme des portes et des chronomètres pour prolonger les actions, et pas moins de 7 GenNets différents uniquement pour le mouvement. C'est l'interaction frénétique entre tous ces petits circuits simples évolués de leur côté qui crée ce qui ressemble à un véritable système nerveux artificiel. Section 6, l'avenir de la vie artificielle. Voyons comment on pourrait s'échapper de la simple simulation sur écran pour investir le monde réel. Pour que cette vision devienne réalité, on ne peut pas se contenter des ordinateurs actuels. Il nous faut ce qu'on appelle des machines de Darwin. Nos ordinateurs traditionnels qui traitent l'information en série sont beaucoup trop lents pour gérer l'évolution de milliers de GenNets simultanément. L'idée, c'est de concevoir des puces d'accélération matérielle ultra spécifiques, taillées sur mesure pour exécuter ces algorithmes génétiques à une vitesse fulgurante. Il faut littéralement graver l'évolution au cœur de la machine. Et ça nous amène à cette perspective vertigineuse soulevée par Hugo de Garis. Avec le passage à la nanotechnologie, imaginez des essaims immenses de nanorobots physiques, qu'il appelle des nanotes, lâchés dans la nature. Ils feraient face au monde réel, expérimenteraient physiquement la marche, la survie, et renverraient leur score de réussite à un ordinateur central. Cet ordinateur préparerait la génération suivante et la renverrait. Le monde physique deviendrait littéralement le laboratoire d'essai et d'évolution de ces machines en temps réel. Ce qui nous laisse avec cette ultime question franchement provocante. L'avenir de la robotique reposera-t-il entièrement sur des machines qui évoluent par elles-mêmes de façon aveugle mais incroyablement efficace dans le monde réel ? Est-ce que la conception planifiée et la programmation humaine classique sont vouées à devenir des simples antiquités ? C'est une véritable révolution de la pensée scientifique, un basculement total vers des systèmes qui imitent la magie de la nature. On vous laisse méditer là-dessus, garder l'esprit grand ouvert et continuer d'explorer ces questions fascinantes.